cette journée sur l'art féminin. Et avant de présenter quelques remarques, d'avancer quelques remarques au sujet de la problématique soulevée, je voudrais donner la parole d'abord à M. le doyen, ensuite à la représentante du groupe de recherche TED. À vous la parole, M. le doyen. Merci, chers collègues. Laissez-moi dire premièrement le plaisir que j'ai en participant à l'une des activités parmi les multiples activités que TANIT organise. Je pense que citer les quelques manifestations déjà organisées cette année, je citerai peut-être la table ronde organisée sur le thème de la femme et la citoyenneté, je pense, c'était l'année dernière. La femme et le code de la nationalité. Il y en a plusieurs. Donc, ça me fait un grand plaisir de participer à cette manifestation et qui est en fait un premier jalon dans une continuité d'un projet qui a été accrédité au niveau de l'université Moulay Ismaïl. Et je voudrais féliciter l'équipe TANIT parce qu'elle a été parmi les quelques projets accrédités et financés par l'université Moulay Ismaïl. Je dirais que l'université a reçu 108 projets de recherche et TANIT a eu le privilège de décrocher l'un des 2 projets accrédités au niveau des sciences humaines. Donc, pour vous dire que le travail que TANIT fait est un travail, je dirais, gigantesque, avec des moyens très, très réduits et aussi avec la situation des professeurs qui constituent le groupe de recherche. Ma satisfaction est d'autant plus grande quand je vois que le projet sur l'art au féminin est aussi un projet empirique, parce que je pense que la plupart des recherches faites étaient surtout reliées au domaine théorique sur la femme et tout ce qui entoure la question féminine. Mais je pense que le projet présenté par le groupe TANIT est un projet empirique puisqu'il va durer dans le temps et va s'organiser dans toute la région de Meknès Safinet avec bien sûr du travail de terrain qui, j'espère, aboutira à une publication dans moins de 2 ans, je pense, d'après le programme présenté à l'université Moulay Ismaïl. Dans ce sens, je voudrais remercier les efforts soutenus par la présidence de l'université en la personne de son président, M. Zahir Abdullah, qui ne cesse de supporter les projets qui développent et vont développer la région Meknès-Tafilet. Je voudrais aussi remercier l'équipe TANIT pour l'effort soutenu qu'elle ne cesse d'avoir et aussi remercier le conseil de la région en la personne de son président, M. Jbatou, qui ne cesse aussi de supporter les activités au niveau de la faculté des lettres et des sciences humaines et aussi au niveau de l'université Moulay Ismaïl. Je voudrais aussi remercier M. Shigel pour l'affiche artistique qu'il a produit. Et je vous dirais que je viens de découvrir que M. Shigel est un vrai artiste
aussi. Et j'espère que sa participation dans ce colloque démontrera que l'art, il est au féminin, mais il est aussi au masculin, d'après ce que je découvre chez M. Schigel. Je remercie toutes les participantes à cette table ronde et je remercie celles qui ont œuvré pour la réalisation de cette activité, surtout les membres de TANIT, pour leur temps, parce que je sais qu'elles se réunissent au moins une fois par semaine et ce n'est pas facile. Se réunir une fois par semaine pendant toute l'année avec les autres charges, avec les autres occupations de tous les membres du groupe, ce n'est vraiment pas facile. En fin de compte, je voudrais remercier l'audience pour sa présence et pour son support, je dirais, physique et moral pour ce groupe qui, j'espère, connaîtra un grand succès. Donc, je souhaite succès aussi à vos travaux et merci de votre attention. Merci, Monsieur le Doyen. Merci pour ce mot d'encouragement et surtout pour, je dirais, cette mise en perspective de ce travail fourni par le groupe de recherche qui a besoin effectivement d'un soutien, disons, institutionnel pour aller de l'avant justement dans ce travail de terrain et dans ce travail, je dirais, d'ancrage. Je cède la parole maintenant à ma collègue qui va parler au nom du groupe. Bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à dire que Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl s'excuse pour des raisons professionnelles, mais au nom de TANIT, l'équipe de recherche pluridisciplinaire sur la femme, je tiens à le remercier, car il répond à l'appel chaque fois que nous le sollicitons. Nous, membres de TANIT, tenons aussi à remercier vivement Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines qui n'a jamais rechigné à nous recevoir, quelle que soit la charge de son emploi du temps, et qui nous a toujours encouragés et a soutenu toutes nos initiatives et manifestations académiques. Nos remerciements s'adressent aussi à Monsieur le Président de la région Meknès-Tefilette qui a régulièrement mis à notre disposition la salle de conférence et l'équipement nécessaire pour assurer à ces 2 journées une réussite toujours égale à elle-même. Par ailleurs, je remercie les exposantes, les participantes et les participants sans lesquels ces 2 journées n'auraient pas été possibles. Je remercie enfin l'assistance pour ses encouragements et la fidélité qu'elle a toujours vouée à TANIT. Comme à l'accoutumée, TANIT fête aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Sensible comme toujours à toutes les causes qui touchent la femme de loin ou de près. Comme toujours, à l'avant-garde pour élargir le débat sur des questions essentielles et aussi importantes que le code de la famille, le code de la nationalité, les violences contre la femme, etc. Aujourd'hui, elle veut mettre en évidence une thématique souvent reléguée au second plan, à savoir la création artistique féminine, qui constitue une composante importante de ses activités académiques, puisque l'équipe travaille sur l'élaboration d'un ouvrage collectif sur les femmes artistes de la région Meknès-Tefilette. On ne fera pas violence à l'histoire à dire que la femme artiste a souvent subi une discrimination sans nom
ou à peine reliée au fait qu'elle est une femme. La création artistique féminine s'est heurtée longtemps au refus de certains rétrogrades qui dominaient la scène artistique et qui ne cessaient de scander des propos aberrants tels que le rôle unique des femmes est d'être des aspiratrices et de réserver leur force créatrice à la maternité, ou l'homme est un cerveau, la femme est une matrice. Ce sont donc des préjugés bien ancrés qui ont été à l'origine du mépris ou l'ignorance dont a souffert la création artistique féminine. Si nous remontons l'histoire, nous trouvons que de nombreux facteurs ont joué contre l'émergence des femmes artistes. Tout d'abord, le non-accès à l'enseignement constituait un handicap majeur dont les femmes ont souffert depuis des décennies. Les femmes, à cause d'un enfermement plus culturel que physique, n'avaient pas d'ouverture sur l'extérieur et s'interdisaient elles-mêmes la plume, le pinceau et jusqu'à la parole, parfois la plus anodine. Muettes et introverties de nature, quel destin! Seules quelques-unes échappaient à cette réclusion, soit parce que leur milieu familial favorisait l'expression de leur génie, soit qu'elles appartenaient à la classe aristocratique et donc bénéficiaient d'un enseignement artistique, mais ont continué à leur imposer des limites que leurs homologues mâles ignoraient. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle et du XXe siècle pour que les femmes artistes prissent timidement leur place dans l'histoire de l'art. Cette reconnaissance coïncidait avec l'ouvrage de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui révolutionne la thématique du genre et dont l'une des idées maîtresses est que la domination masculine est le fait de la société et n'est pas inscrite dans la nature. Idée selon laquelle on ne peut dissocier les choix politiques, artistiques d'une société de sa perception ou vision de la femme. Au Maroc, même si la voie artistique n'a été largement ouverte devant les femmes, elles ont pu, par leur courage, par leur talent, par leur créativité, surmonter cet obstacle. De plus en plus, grâce aux médias, les femmes marocaines investissent doucement, mais sûrement, l'arène artistique. Des noms comme Shaïb Pia pour l'art naïf ou primitif, Amina Benbouchter, Nouria Charadi pour l'art contemporain, Ikram Krapech dans le domaine de la sculpture et d'autres encore ont marqué la vie artistique marocaine. Aujourd'hui, peut-on parler d'un art au féminin? Peut-on reconnaître et assurer aux femmes artistes leur notoriété? Quelles stratégies très personnelles ont-elles développées pour exister? Ces questions n'ont de légitimité que si l'on admet de reconnaître à l'art un genre, au-delà de ce qui fait la spécificité de la création féminine. Ces questions n'ont de sens que politique. Les femmes n'érigent leur genre que pour se défendre et s'affirmer contre les forces de l'obscurantisme et le discours démagogique de l'égalité des sexes. La femme est un être entier. Et là, je cède la parole au professeur Heger qui va diriger la table ronde et qui va, avec les intervenants, nous éclairer sur ce sujet. Et merci. Merci, chers collègues. Je voudrais, sans trop tarder, simplement apporter ma petite contribution à ce débat en présentant quelques éléments de réflexion qui vont à peu près dans le même sens que du papier qui a été présenté par le groupe. Et je voudrais surtout, comme je disais tout à l'heure, rendre hommage à quelqu'un à travers ces mots, c'est court, ça va être très court, rendre hommage à quelqu'un
aux travaux d'un grand chercheur marocain, Khalil Khatibi, et en même temps à Fatima al-Mernissi. Je pense que ces deux chercheurs, écrivains, ont apporté énormément de choses à la cause féminine. Alors, juste un mot, donc, très rapidement. Tout d'abord, il faut saluer fortement l'initiative prise par le groupe TENT. Célébrer la journée mondiale du 8 mars sous le signe de l'art est d'autant plus judicieux et pertinent que les discours relatifs aux revendications des femmes, au Maroc ou ailleurs, restent le plus souvent cantonnés dans une acception juridique et politique, pour ne pas dire politicienne. Ceci dit, la question de la relation de l'art ou des arts au féminin se doit sans doute de rester ouverte au plus près de l'expérience que dicte le devenir du sujet, femme ou homme, voire, je dirais, du monde et du langage. Et je dirais pourquoi. Nous sommes, au fond, face à trois choses. Le langage, le visuel ou verbal, le sujet, homme ou femme, et, je dirais, le réel. Artiste femme ou femme artiste. En réalité, la question est souvent, je dirais, secondaire. L'identité, en réalité, l'identité, celle que l'on se forge entre soi et l'autre, ou bien celle qui nous est donnée. Telle est la question. La question est de savoir si l'identité qui nous est donnée, et je dirais souvent prescrite, par donc un certain nombre de règles, eh bien, voilà la question. Faut-il accepter cette identité, n'est-ce pas, telle qu'elle, ou bien se forger de l'identité? Je crois que la question qui est posée aujourd'hui au sujet de la femme touche, à mon avis, essentiellement cette question-là. Faut-il accepter les choses telles qu'elles sont, y compris l'identité, ou bien entamer justement une expérience de construction qui n'a pas de fin, qui ne prendra jamais de fin? En effet, la question soulevée se doit de rester au plus près de cette trame. Je dirais trame pourquoi? Trame inextricable que le cinéaste tangérois, Moumed Smehi, nomme, il forge un mot, il a tendance à forger des mots. Je citerai un autre mot aussi important tout à l'heure. Eh bien, il a forgé un mot, corps, langue, image. Un seul mot, corps, langue, image. Le corps, la langue ou le langage et l'image. Donc, parler, écrire, visualiser, ce sont deux actes qui sont liés à l'état du corps. Et ce corps, comme je dis, c'est soit une donnée définitive, soit une donnée en procès, en quête d'elle-même ou de lui-même. Donc, effectivement, pourquoi Moumed Smehi attache en quelque sorte ou procède par accouplement de ces trois termes? Eh bien, parce que justement, pour lui, il n'est pas question de dissocier le langage, verbal ou visuel, du corps, n'est-ce pas? Il n'est pas question donc d'opérer la loi de dissociation. Et c'est encore le même cinéaste qui, lors d'une rencontre à la faculté des lettres, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, tout en rappelant au passage que l'étymologie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire souvent phallocratique, il rappelle que mar'a, il nous a rappelé que mar'a signifie entre autres akala shay'an hulwan. Et il décide donc de mixer et de déconstruire les deux mots, à savoir homme, rajul, et femme. Et il forge devant nous un terme, marla. Marla, c'est un terme qui n'existe pas, il est nulle part. Mais justement, il traduit chez l'artiste tangérois, le grand cinéaste tangérois, l'envie et ce désir de forger absolument et de se forger à travers les mots. Donc, je dirais que
il est préférable, et là je le suis parfaitement, à mon sens, il est préférable de forger des mots aussi barbares que de se cantonner et de rester dans les ghettos, n'est-ce pas? Les ghettos qui sont prescrits par les mots, hein, et dans lesquels on se retrouve finalement. L'acte artistique, comme celui opéré par le cinéaste angérois, sa vocation première ne réside-t-elle pas justement dans la résistance donc permanente aux séparations et aux frontières définitives, prenant appui sur le signe verbal ou visuel, frontières qui veillent sur un universalisme abstrait et qui oblige l'artiste de faire face parfois à des acrobaties cocasses du genre, écoutez ça, des fois, on dit les droits de l'homme, de la femme. Donc, il est question donc justement de bousculer ce genre de cocasserie, de bizarrerie, les droits de l'homme, de la femme, réclamés souvent aussi bien par les paritaristes que par les égalitaristes. On interroge rarement, n'est-ce pas, ce genre de qualification. Et c'est pour ça qu'on propose des fois des termes un peu moins connotés comme les droits humains. Alors je pose le problème d'une manière un peu plus serrée, et pour articuler les choses, je dirais, peut-on parler d'une approche juridico-artistique? Les lois et leurs concepteurs ont-ils un quelconque lien avec ce qui se joue dans les sphères de l'art? Souvent, quand on parle absolument de loi, de juridiction, de législation, on a l'impression que l'art n'y est pour rien. Et c'est la question qu'on devrait se poser. J'ai fait référence à Khatemi et à Fatima El-Mernissi parce que je pense que leur démarche d'écrivains et de chercheurs en sciences humaines apporte énormément de choses à notre perception de la femme et des minorités au Maroc grâce justement à leur sensibilité d'artiste. Et là, j'essaierai de dire pourquoi. Alors l'hypothèse est la suivante. Les liens entre l'évolution, c'est une hypothèse qui se vérifie, je crois, les liens entre l'évolution des revendications des femmes et la trajectoire, souvent difficile, à la fois des arts, des sciences humaines et de la philosophie au Maroc, depuis le début des années 70, semblent se justifier par le fait que chercheurs ou chercheuses, écrivains ou écrivaines et artistes marquants dans notre pays sont souvent des passionnés d'images. Alors c'est ça l'hypothèse, c'est que les écrivains, les chercheurs qui ont le plus apporté à notre sensibilité au sujet de cette question, des minorités en général, c'est qu'il s'agit souvent de chercheurs et d'écrivains qui sont passionnés d'images. Donc vous voyez le lien, à mon sens, entre la question qui est soulevée et les arts. C'est comme ça que personnellement je l'articule, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'avancée dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des droits, sans justement l'apport de l'art. Et là je voudrais simplement faire une petite digression et dire comment et pourquoi. Je prendrai l'exemple d'un livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Voyage dans le Maroc civique » de Fatima El-Mernissi. Pour Khatimi, je dirais pourquoi, en fait, quel est le lien tout à l'heure, peut-être dans le cadre du thème. Alors, j'insiste donc sur Fatima El-Mernissi. Fatima El-Mernissi, à mon avis, pourquoi est-ce qu'elle procède d'une manière, je dirais, artistique? C'est que son rapport au pays, son rapport au Maroc, son rapport aux gens, au visage et au paysage, est un rapport finalement d'artiste. Et pourquoi? Parce qu'elle procède à la manière d'un peintre, c'est-à-dire par prélèvement et par agrandissement. Le Maroc civique, pour elle, c'est des gens qui sont souvent mal vus ou presque jamais vus. Les cybernautes, les gens qui travaillent dans les associations qui réunissent par exemple les mères des anciens prisonniers, une association qui s'occupe
du sort d'un oiseau en voie d'extinction ou de disparition dans la région du Sud, une association qui s'occupe de l'exportation de tapis, les travaux de Matisse, le grand peintre, sur le tapis. Donc, Fatima ici procède par prélèvement de détails. Et ces détails sont, je dirais, mal vus ou presque jamais vus. Hein? Parce que quand on parle du Maroc, c'est souvent, entre guillemets, des idoles, des célébrités, n'est-ce pas? Des célébrités qu'on voit un peu partout, sur les plateaux, etc. Et donc, Fatima Mernissi, en tant que chercheur artiste, justement, elle va prélever ces détails qui sont mal vus ou jamais vus. Et donc, ce qui nous semble très important, c'est que Fatima Mernissi ou Khatibi, par exemple, lorsqu'il travaille sur le zélige, c'est un élément, encore une fois, un détail dans l'écriture plastique traditionnelle. Alors, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est un détail dans les bâtiments. C'est le zélige, et il a fait une lecture extraordinaire sur le zélige. Alors, ce qui est important donc, c'est que le chercheur, à la manière d'un artiste, procède justement par agrandissement et prélèvement. Et là, j'ai envie de faire référence à celui qui a précédé ces deux travaux, ces deux chercheurs, c'est le peintre Charkaoui. Et Charkaoui, dans son rapport au tapis, ce qui est intéressant à voir, ce type de regard, cette qualité de regard de Fatima Mernissi, à mon sens, dérive de ce qu'a fait ce grand peintre Charkaoui. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Eh bien, c'est la même chose. C'est le même souci d'agrandissement et de prélèvement. À propos du tapis, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le tapis, mais c'est les graphes, un signe, un fragment de signe dans un tapis. Alors, je voudrais un peu juste, voilà, pour que les collègues, les amis puissent se faire une idée un petit peu sur ce travail. Alors, donc, pour aller vite, l'essentiel, c'est que le tapis, comme chacun sait, s'inscrit souvent dans des rites, n'est-ce pas? La prière, l'ameublement, la décoration, et du coup, le tapis, voilà. Alors ça, c'est des motifs, justement, qui sont prélevés dans un tapis, et ils proviennent donc d'un support qui est le tapis, et ce support, comme chacun sait, est pris dans un système de signes qui est ritualisé. L'ameublement, la prière, etc. Avec Charkaoui, c'est la migration des signes, c'est réellement la révolution, au sens où il prend un détail et il le fait voyager sur un support d'abord qui est la toile, mais d'une manière telle que finalement le signe se trouve complètement autonome, tout à fait autonome par rapport au support premier. Eh bien, cet acte me semble révolutionnaire dans la mesure où justement on n'est plus dans l'anthropologie, on est dans l'esthétique, on est dans un travail de réécriture. Voilà, donc je ne veux pas m'attarder, je ne veux pas finalement, je voudrais céder justement la parole à mes collègues avec l'idée de revenir sur ces idées-là, ces propositions, pour qu'on puisse peut-être en parler en détail. Alors, je voudrais simplement dire à la fin que dans un premier temps, nous allons céder la parole à Mademoiselle Chana Aoui, qui va nous parler de la femme dans le paysage artistique marocain, cas des arts plastiques.
importe de souligner que le Maroc vit ces dernières décennies un foisonnement extraordinaire, et ce grâce à l'émergence de créations artistiques remarquables par leur diversité, leur complexité et leur style. Dans ces poussées, on se demande quelle est la place de la femme dans le paysage artistique marocain. Pour répondre à cette question, la réponse à cette question sera traitée en deux volets. Dans un premier volet, je vais réfléchir sur le statut de la femme, mais en tant que thématique, en tant qu'objet de travail dans la création artistique masculine. Le deuxième volet sera consacré à la femme, mais cette fois en tant que sujet créateur, c'est-à-dire en tant qu'artiste. Concernant le premier point, alors, on remarque que, à l'instar de la littérature, la femme a nourri les travaux de plusieurs artistes peintres. Elle a nourri des rêves, des fantasmes, l'imaginaire et, je dirais, leur imaginaire, mais aussi en tant qu'être insaisissable et énigmatique. La femme se trouve ainsi au centre de la problématique de nombreux artistes peintres, qui vont chacun la présenter selon une vision qui leur est propre, selon des styles et des approches aussi différentes. Mais il faut souligner que cette place de femme thème ou de femme objet n'est pas, il ne se réduit pas à ce statut, mais on va la voir en tant qu'être, si vous voulez, créateur. Comment les artistes présentent le corps féminin? Alors, il y a deux approches, l'une réaliste et l'autre, elle est soit métonymique, soit fragmentaire. Autrement dit, si l'on considère les peintres comme Ahaddan, comme Kamal Boutaleb ou bien Saad Hassani, la femme est présentée par un organe ou bien par une partie du corps. Mais c'est une partie qui est chargée d'une forte charge symbolique, ou bien parce qu'il représente quelque chose en rapport avec l'imaginaire. Chez Ahaddan, par exemple, le motif de l'œil est très récurrent. Si l'on regarde Milki Ngara, c'est la poitrine, ce sont les seins qui sont très présents dans ces travaux. La même chose, on la trouve chez Farid Belkacem. Alors, chez Farid Belkacem, il y a les seins, il y a les rondeurs et il y a les sinuosités féminines. Mais chez Belkacem, le travail est beaucoup plus complexe, dans la mesure où, surtout les travaux qu'il a entamés en travaillant à partir de matières naturelles, c'est-à-dire les peaux séchées, teintes de henné et puis dressées sur du bois. Alors, dans ces travaux, le plus souvent, on a affaire à une sorte de symbolique fusionnelle de ce qui est possible
français, marquant ainsi leur entrée timidement d'abord et après de manière normale. Ils ont participé à enrichir le paysage artistique marocain. On peut les classer selon deux générations, celle d'avant les années 70 et celle d'après les années 70. Pour ce qui est je dirais, des artistes pionnières d'avant les années 70, alors il y a Chaïb Yatalam, il y a Fatima Hassan et Fatima Lourdiri. Alors ces trois pionnières, ces trois femmes qui avaient ouvert le champ des arts plastiques, je dirais qu'ils n'ont pas choisi à être ce qu'ils sont devenus. Je crois que c'est le hasard qui les a mises sur la voie des arts. Alors, peut-être parce que l'une était mère du peintre, comme Chaïbia, l'autre était l'épouse d'un peintre, Fatima Hassan, qui est l'épouse de Hassan Farouche, un peintre, et puis Fatima Lourdiri, qui est fille de, si vous voulez, d'un peintre. La seconde génération, au contraire, et puis toujours à propos de cette première génération, c'est la génération des femmes sans culture, de peintres autodidactes qui n'avaient pas de savoir académique, mais, si vous voulez, qui se sont jetés à la peinture et qui travaillent de manière un peu spontanée, c'est pourquoi on les qualifie de primordiales, de brutes ou bien de naïves. Alors, pour ce qui est de la seconde génération, celle qui est venue après les années 70, celle-là, elle s'étale sur plusieurs années, et puis on peut aussi la classer entre aînés, cadettes et Benjamin en parlant des plus jeunes. C'est âgée entre 30 et 40 ans. Pour ce qui est de cette seconde génération, bien sûr, elle se distingue de la première dans la mesure où c'est la catégorie de femmes artistes instruites. Alors, instruites d'un niveau universitaire ou autre, autodidacte comme Khadija Blana, ou ayant choisi de faire l'école des beaux-arts, que ce soit au Maroc ou bien à l'étranger. Ayant fait aussi des études parfois très poussées et couronnées parfois par de hauts diplômes. Et là, je cite le cas de Rim Labé, qui est docteur en arts plastiques et en sciences des arts. D'autres noms que je peux citer, comme Amina Bouchta, Wafa El-Hudaybi, Maria Akdin, Wafa Mzouad, Safa Rouas, Rita El-Alaoui, et la liste est très longue. Alors, à côté donc des pionnières, toute une génération de plasticiennes apparaît sur la scène artistique, marquant de leur empreinte fortement remarquable et personnalisée.
Fatima Hassan aussi, qu'on considère comme l'un des maîtres de ce qu'on appelle la peinture narrative. La peinture narrative, puisqu'il nous présente des tableaux où il y a tout le temps il y a une histoire, quand il y a une histoire à raconter. Comme par exemple, l'un de ces tableaux s'intitule Le cortège de la Marine. Alors donc, il y a toujours une histoire à raconter à travers la toile. Pour ce qui est des aînés de la deuxième génération, alors comme par exemple Khadija Nana, chez qui la question féminine est très pressante et très présente, ainsi que chez Latifat Tejani et bien d'autres. Alors donc, quand on compare comment est traitée la question féminine chez Cheidia et Fatima Hassan et comment il est traité chez, par exemple, Khadija Nana, on se rend compte que la différence est assez importante. Autant, si vous voulez, la question féminine est vue de manière beaucoup plus simple chez les premières, chez les secondes, elle est vue de manière beaucoup plus complexe et plus profonde. Dans la mesure où chez Khadija Nana, par exemple, le travail, la réflexion sur la question de la féminité se fait parallèlement avec un travail sur la recherche du corps et de l'identité féminine
général, armés de leur talent, de leur savoir académique, de leur savoir-faire, elles s'orientent donc vers tout ce qui est nouveau et vers tout ce qui, si vous voulez, tout ce qui peut faire que l'art marocain s'ouvre sur d'autres influences, les influences étrangères. Alors, dans ce cas, je cite deux noms. Il s'agit de Rim Labi, âgé de 34 ans, dont j'ai déjà parlé, et docteur en arts plastiques et sciences des arts, et de Rita Alaoui, née en 1962, elle aussi, et qui a étudié la peinture aux États-Unis. Alors, ces deux artistes très connus, très reconnus, très sollicités aussi, que ce soit sur la scène nationale ou sur la scène internationale. Ce sont des artistes qui ont sillonné le monde, malgré leur jeune âge, en Europe, dans le monde arabe, ainsi que ils ont été dans les deux Amériques. Ces deux artistes se distinguent par rapport à leurs aînés, et puis surtout par rapport à leur technique, à leur approche, en apportant un souffle nouveau et en apportant aussi des techniques nouvelles. Je dirais, il y a chez elles un effort d'œuvrer pour, je dirais, participer à une redéfinition de l'art contemporain marocain. Alors, chez, par exemple, Rita Alaoui, son travail est marqué, est fortement marqué par l'esprit de l'enfance, par la légèreté et par l'humour. Quand on voit certains de ses travaux, on a l'impression à un jeu d'enfant. Ce qui caractérise son travail aussi, c'est que le végétal est fortement présent. C'est qu'il peut peindre des fleurs, il peut peindre des petits bois, il peut peindre des fleurs, n'importe quoi. Tout ce qui bouge l'intéresse. Et puis tout ce qui est aussi, tout ce qui rappelle l'enfance. L'une de ces expositions de 2008 porte comme titre, un titre un peu qui rejoint cette légèreté d'esprit et cet esprit d'enfance. Il porte comme titre Ice Cream and Flowers. Et toute l'exposition est un assemblage de pots de crème qui font, et puis qui font sur des végétales, sur des fleurs. Il est aussi une grande coloriste, et puis son travail capte le regard surtout par si vous voulez, l'agencement des couleurs. Pour ce qui est de l'Abbé, alors elle, son travail se fait rénovateur, surtout au niveau de la répartition spatiale de la toile. Alors sa toile devient une sorte, si vous voulez, d'espace compartimenté avec perspective où la toile se trouve multipliée en plusieurs toiles, accrochées ici et là et de formes, je dirais, différentes. Alors pour conclure, je dirais que si la femme a été et restera certainement présente en tant que thème dans les préoccupations des artistes, elle a cependant réussi à briser le silence, à sortir de ce rôle de femme-objet pour devenir sujet créateur qui prend son destin en main, enrichissant le paysage artistique marocain par une contribution qui ne manque pas d'originalité, de sensibilité, d'innovation, ni d'ouverture sur le monde universel de l'art, si vous voulez, du grand art. Et merci de votre attention. Merci, Chana, pour cet exposé foisonnant d'idées, foisonnant de pistes, de concepts. Merci, parce que nous avons compris effectivement qu'il s'agit d'un processus où la femme passe justement de l'état d'objet à celui de sujet. Et je dirais mieux encore, elle est dans un processus expérimental.
c'est le contemporain qui est, je dirais, qui pointe à l'horizon. Et ça, c'est rassurant. Merci Chama encore une fois. Maintenant, je passe la parole à un peintre plasticien. Chama, elle aussi, elle fait de la peinture. Monsieur Ali Chaki, qui va vous parler toujours de la même question des femmes artistes au Maroc. À vous la parole. Merci. Tout d'abord, je vous promets que je ne citerai des hommes que pour appuyer les femmes. Voilà, on est d'accord. Puis j'aimerais qu'on se décontracte un peu. Hein. Et comme on est dans la peinture, donc on est dans le visuel. Je vais essayer, si Fedouard, ma fille, le veut bien, que parallèlement à mon discours, qui j'espère serait court, il y aurait des photos qu'on pourra éventuellement commenter. Et j'ai confiance en vous, vous allez retrouver des peintres que vous connaissez. Hein. Donc je visualise un peu le produit. Hein. Voilà. Alors, la femme a toujours été dans la dynamique de toute créativité humaine. Dans la peinture, dans les arts plastiques, c'est toujours la même chose et Chama a parlé en long et en large à propos. Sauf bien sûr qu'elle a été beaucoup plus passive qu'active. Passive, c'est-à-dire, comme elle l'a souligné dans un autre paragraphe, elle était beaucoup plus l'objet du peintre. Que je ne cite pas comme je vous ai dit. Donc il fallait attendre le 19e siècle pour que la première artiste puisse s'inscrire, par exemple, aux Beaux-Arts. Vous vous rendez compte? Donc il faut attendre exactement, je vous donne la date, il faut attendre 1896, un truc comme ça, pour voir la première femme s'inscrire aux Beaux-Arts à Paris. Et il faut attendre 30 ans après pour voir une femme avoir un prix majeur. C'était le prix de Rome. Je ne vous le cite pas de nom, ce n'est pas la peine. De toute façon, ils sont dans le papier. Ceci est dû, bien sûr, et ça a été souligné avec beaucoup de délicatesse par notre ami Chama, c'est parce que nous sommes dans une société d'hommes. Alors, des hommes c'est une société qui est régentée par des hommes et qui ne voit la femme qu'une personne subalterne pour éventuellement exceller dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. Je m'excuse de dire ça. C'est une réalité. Nous savons que nos sociétés sont pratiquement faites pour ridiculariser ou bien pour ridiculiser la femme. Heureusement que ces femmes ont pris conscience de leur valeur et continuent à se battre dans ce sens. Je n'oublierai pas de vous dire que la mythologie nous raconte que le premier artiste est une femme. Le premier artiste de l'humanité est une femme. C'est extraordinaire. Bon, elle s'appelle Cora. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Au moment où son mari partait pour la guerre, elle lui a dit arrête. Et elle l'a dessiné, et elle a tracé son ombre sur la paroi de sa grotte. Donc là, je le dis au mouvement Tanit, éventuellement, c'est une carte à jouer. Hein? Alors, à titre d'exemple, l'une des grandes artistes françaises a dit cette phrase, c'est riche, c'est importante. Ce que les critiques lui ont tout permis. Des mélanges, voulez-vous des femmes, voulez-vous des cannes, etc. Sauf le fait d'être une femme. C'est extraordinaire en France. Et si on prend un grand peintre impressionniste, post-impressionniste, beaucoup plus Degas, qui, à la fin de son âge, à la fin de sa carrière plutôt, commençait à peindre les danseurs, les danseuses. Je vous en parle pour éventuellement vous situer. Eh bien, il parlait de son ami. Il disait
c'est impardonnable qu'une femme dessine aussi bien. Je vous donne ces citations pour vous montrer combien les artistes hommes ne voulaient pas que des artistes femmes arrivent dans le domaine. Ces deux citations montrent combien étaient grandes les difficultés. Dans le vieux monde comme dans le nouveau, la femme a toujours milité pour que la création artistique n'ait pas de sexe. Et les arts n'ont pas de sexe, donc ils appartiennent à tout le monde. Je dois continuer à vous montrer les tableaux. On en parlera tout à l'heure. Hein. Ce panorama en amont, j'estime qu'il est important. Ça me donne un socle pour éventuellement parler de la peinture au Maroc, bien sûr, féminine. Donc il y a plusieurs exemples. Je tiens à souligner aussi que la plupart des artistes peintres, que ce soit à l'étranger ou au Maroc, ben, sont nés dans un environnement des peintres hommes. C'est-à-dire, soit elles sont mères, soit elles sont filles, soit elles sont sœurs, soit elles sont modèles, soit elles sont maîtresses. Bon, heureusement, au Maroc, bien sûr, nous avons des qualités. Prenons le cas de Fatima Hassan, ça a été souligné par notre ami Chema, Rabi'a al-Hussein. Rabi'a al-Hussein, elle n'est pas très connue. Elle est morte en 1994. Eh bien, c'est la mère de Miloš Bied. Pourquoi? Parce que le naïf avait beaucoup d'importance et les artistes poussaient soit leur mère, soit leur fille, soit leur tante à embrasser éventuellement cette peinture. Et bien sûr, Chérifia, que tout le monde connaît, et j'ai tenu à réserver tout un paragraphe pour Chérifia. Comme j'ai dit à des amis ici présents, j'aimerais que Chérifia, en ce jour de la femme, de la journée de la femme, soit un peu planète de la peinture. Hein. Et elle le mérite amplement. La plupart des marques, bien sûr, ne le connaissent pas suffisamment. Parce qu'on la classe pratiquement dans une peinture où on fait du n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, c'est pas évident. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la créativité, c'est uniquement pour les enfants. La créativité, ce ne sont pas les adultes là-dedans. C'est faux. Et vous connaissez aussi bien que moi que plus on grandit, plus on est pollué par la société, etc. etc. Alors qu'un enfant de 8 ans, vous dessinez un arbre, c'est d'abord une tête, ce sont des bras, c'est une ligne en temps, ce sont des jambes. Ça, c'est magnifique. Et tous les peintres qui sont allés dans ce sens-là, eh bien, l'histoire de l'art se rappellera d'eux. Le cas du cubisme, le cas éventuellement du mouvement Cobra, qu'on va citer tout à l'heure, ils sont allés filer dans la genèse, hein? C'est-à-dire filer dans l'enfance, filer dans le côté historique de l'humanité. Et ça, c'est important. Et je vous citerai aussi Fatma Doukouri. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme qui a commencé à peindre pratiquement à l'âge de, je spécule, je ne sais pas exactement, à l'âge de 70 ans. Actuellement, elle a quelque chose comme 84 ans. Elle était poussée par son fils, Mjidawi. Vous voyez, elle est toujours née dans un environnement de peinture. Et là, je vais rebondir sur quelque chose que chacun a souligné, qui est important. Baya, l'Algérienne, elle a exposé à l'Institut français. Là. Donc je vous le dis éventuellement pour les personnes qui suivent un peu l'évolution de la peinture. Elle est exposée là, j'ai son catalogue, il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Donc on a la chance de la voir. Bien entendu,
s'il y a un parallèle à faire avec nos peintres marocains, moi personnellement, je ne pourrais pas la situer avec Chaïbia. Je la situerais peut-être avec Fatima Hassan, donc épouse Farouj, ou avec Rabi'a Hussi. Et le pourquoi, je vous le lance maintenant, peut-être on va le décortiquer par la suite, parce que pour Chaïbia, il y a un problème fondamental qui est celui de la surface de la toile. Pour elle, la surface de la toile, il n'y en a pas. Tout est plein. Elle a horreur du vide. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du mouvement Cobra. Bon. Alors, donc je disais, les pionnières marocaines, je me situe maintenant carrément au Maroc. On a la chance et un grand critique d'art, Aziz Taki, qui vit constamment dans les circuits, qui est commissaire de plusieurs expositions, notamment, je vais vous en parler, Regard de phare. C'est une grande exposition faite par la banque, la Générale. Ben, il a dit comme quoi les hommes marocains et les femmes sont arrivés pratiquement en même temps. Et ça, c'est magnifique. Et là, c'est un honneur pour la femme comme le Maroc. Voilà. Parce que Maryam études aux Beaux-Arts à Madrid, et elle est exposée en même temps que les grands ténors de la peinture marocaine. Bien. Pas me prendre un défaut en me disant on a oublié le boisé, etc. Bon, ce sont des exceptions. Parce que la peinture, elle n'a pas commencé à 50 ans. Mais je parle que la femme, elle a commencé avec les grands ténors de la peinture marocaine, et je vous ai promis de ne pas citer de nom masculin. Donc je continue dans la même ligne. Et puis après le ciel, là on a retrouvé Chaïbia, Fatima Hassan, Rabi'a Hussi et plein d'autres. Au début des années 60. Après, toute une génération d'artistes peintres, et Chama l'a souligné, sont venus par la suite. J'aimerais m'arrêter sur la peinture abstraite. C'est important. La peinture abstraite, elle est arrivée exactement avec Axenay. Vous regardez la Chaïbia, donc on visualise ce que j'ai dit. Alors la peinture abstraite, elle est arrivée avec Axenay. Malika Axenay, merci Chama. Il faut m'aider de temps en temps. Hein. Donc, elle s'est focalisée sur l'algue marine. Elle s'est focalisée. Et elle est restée là. Vous voyez pourquoi la peinture, c'est magnifique. C'est extraordinaire la peinture. Un élément, comme les algues, peut-être devient une spécialité d'une grande artiste. Bien sûr, par la suite, on a d'autres femmes arrivées. Je parle aussi, de toute façon, toujours pour enrichir ce qui a été dit par notre ami, de la photographie qu'on oublie souvent. On oublie que la photographie, c'est un art magnifique. Et là, vous allez voir quelques cas sans les nommer. Entre autres, Mezmouz, que j'aime beaucoup. D'abord, Mezmouz, elle fait un montage. Elle fait un montage, donc, avec éventuellement un paysage, et puis une femme, parce qu'elle milite pour la femme, et puis un crâne humain. Et là, c'est beaucoup plus pour la provocation, pour soulever le cas peut-être de la condition féminine. Donc, après, il y aura bien sûr l'art contemporain, ça a été développé par notre ami Chama. J'aimerais aussi, ben là on est chez Axenay, c'est le commencement de la peinture abstraite en Maroc. Alors, je m'arrêterai sur la peinture naïve. La peinture naïve parce que ça a posé beaucoup de problèmes. D'abord, vous savez que la peinture naïve, on parle chez lui en tant que peinture naïve, c'est peut-être faux.
très difficile. Fatima Hassan, Rabia Hussein, effectivement, Shaïbia, c'est très discutable. Et jusqu'à sa mort, elle a toujours dit « Je ne suis pas naïve, je suis Cobra ». Et d'autres critiquent ça, on dit « Madame, vous n'êtes ni naïve, ni Cobra, vous êtes expressionniste ». Donc quoi, finalement, Shaïbia, elle est tout court Shaïbia. Donc c'est uniquement Shaïbia, et l'avenir nous le dira. On n'a pas suffisamment de recul, parce qu'elle est morte en 2004, on n'a pas suffisamment de recul. Je continue dans la même foulée. Alors, la Villa des Arts de Casablanca. Justement, j'ai une invitation pour le jeudi 12. Parce qu'il y a une exposition des artistes peintres de Casa, féminines, de Casa. Des femmes artistes de Casa. Je risque de me tromper des fois, parce qu'il ne faut pas dire peinture féminine, c'est la peinture qui est féminine. Bien. Donc, j'ai insisté. Alors, et j'ai intitulé, parce que j'ai écrit un papier là-dessus que j'ai publié dans Perspective du Maghreb et dans le journal Dayan, là où je suis de temps en temps présent, ben, j'ai dit hommage aux autodidactes, richesse d'un vaste nulle part. Parce que finalement, quand on regarde ça de loin, ben, c'est merveilleux. Mais ces gens d'où ils viennent? Et c'est magnifique ce que nous avons comme patrimoine artistique. Et je me suis focalisé, oui, et je me suis focalisé sur la peinture naïve. Vu le temps, je ne vais pas m'étaler, mais j'espère que le fascicule dont on a parlé, il verra le jour et j'en suis conscient, et vous aurez ample détail qui... Hein? Alors, bien sûr, ça a été souligné. Ben, il y avait le groupe de Casablanca, je voudrais en parler, c'est important. Le groupe de Casablanca s'est cristallisé autour des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Pourquoi? D'abord, pour valoriser la trace, le signe et la calligraphie. Donc, pour aller en profondeur dans l'histoire, mais aussi pour aller dans la modernité. Et ça a été souligné par notre professeur. Mais aussi, c'était pour contrecarrer la dynamique de l'art naïf. Parce qu'on voyait par là que, vu de l'Occident, c'est une image, c'est un vocable pour dévaloriser éventuellement ce qui fait le Maroc. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a erreur là-dedans, parce qu'actuellement, dans les ventes aux enchères et à l'étranger, le naïf a une place de choix. Je saute, voilà. Je tenais donc à souligner ce passage-là, et n'oublions pas ce que Baudelaire a dit, je suis venu chercher asile dans l'impeccable réalité. Donc le naïf, c'est quelque chose de merveilleux, ça a été souligné, donc il y a la notion d'oralité, il y a une spontanéité, il y a le côté enfantine. Les peintres s'amusent à peindre. Et c'est ça ce qui est important. Parce que c'est la main tendue qui est important. Ce n'est pas exactement le produit. Ça, c'est faux. Et le mouvement Cobra est venu le dire. Il a dit la peinture, elle est faite pour nous tous. Alors, il faut que nous tous, on se mette à peindre. C'est logique. Alors, donc je sorte un certain nombre de choses, et le phénomène Shaïbia, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc cette ambassadrice du kaftan, du cloud, de l'identité marocaine, mais vous savez qu'elle a une médaille d'or des arts, etc., qu'elle a un passeport international pour voyager là où elle veut, et qu'elle était sollicitée par Cobra. Et Cobra, j'ouvre une parenthèse, c'est un mouvement qui s'est cristallisé autour de trois grandes associations internationales. Une association, j'oublie les noms, une association néerlandaise, belge, et il ne faut pas que je me trompe, et autrichienne. Et Cobra. Cobra sollicite Cobra, Copenhague, Bruxelles, et c'est
Il faut c'est la pesanteur du temps. Donc, le COBRA, ce sont des abréviations des grandes villes où il y avait ces associations. Bon. Alors, je vous laisse regarder Chaïbia. Je passe carrément Chaïbia, qui m'a pris bien sûr plusieurs fois. Je m'arrêterai sur des expositions à référence. Et là, c'est pour souligner la place qui a été laissée à la grande artiste marocaine. L'exposition ANAP 86 Casablanca, 2 sur 26. Exposition du Nord, 4 sur 44. En 87. Les peintres de Safi, 1 sur 9. C'était le Boré. Les peintres d'Agadir, 3 sur 38. Et Casablanca, juin 65. Le premier salon national d'art contemporain où il y avait plusieurs Meknessim, 35 sur 140 peintres, artistes peintres. Et le collectif Lemma, 14 sur 50. Là, ça commence. Grâce justement aux écoles de Beaux-Arts et au CPR, il ne faut pas les oublier. Alors, je saute à ça. Là, j'ai fait ce parallèle pour vous dire un peu la place qu'occupe l'artiste peintre dans le paysage, dans le tissu marocain. Et les noms, bien sûr, ils vous ont été cités, vous les avez vus ici. Alors, je passe carrément à la conclusion, bien sûr, en enjambant un certain nombre de choses qui sont importantes, mais le temps est plus important que tout ça. En tant que conclusion, j'aimerais saluer les artistes peintres qu'on a vus ici et qui ont énormément évolué. Et j'espère que d'autres palettes puissent s'adjoindre à cette dynamique pour créer quand même des centres d'intérêt que notre ville, cité impériale, patrimoine de l'humanité, puisse quand même produire autant. À Meknès, ils sont peut-être une quinzaine, peut-être un peu plus. On laisse le temps au temps. Hein? On peut se proclamer artiste peintre, c'est la règle. Parce que personne ne vient de l'extérieur vous dire vous êtes artiste peintre. C'est de l'intérieur que ça part. Et je n'oublierai pas un élément peut-être très subtil, mais qui a son importance. La vulgarisation et la démocratisation de la pratique plastique. Mais je crois qu'il faut qu'on applaudisse un certain Noé, un artiste peintre, qui a ouvert une école. Mais c'est magnifique. Parce que je suis là, je peux en parler des heures et des heures. C'est insuffisant. Je crois que c'est l'acte qui compte. Et il faut qu'on applaudisse M. Noé pour le travail qu'il fait. Merci M. Chakir pour cet exposé aussi riche, aussi foisonnant. Évidemment, le panorama est vaste. Les noms que vous avez cités, c'est vrai, c'est une liste très très dense, absolument. Il faudrait qu'on revienne, entre autres, sur, par exemple, l'idée tout à fait judicieuse et très importante, dans laquelle vous dites, l'art n'a pas de sexe. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Merci, merci encore une fois. Maintenant, je cède la parole à Madame Fatiha Alaoui-Briti, artiste en art décoratif et animatrice des ateliers art décoratif et théâtre à la faculté des lettres, qui va nous parler des arts décoratifs itinéraires de créativité féminine. À vous la parole. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour rendre hommage à toutes les femmes. Celles que j'ai rencontrées dans ma vie, parfois l'espace d'un bref échange. Certaines ont fait un long bout de chemin avec moi. Certaines sont encore présentes, d'autres m'ont quitté pour suivre d'autres routes. Parfois, c'est moi qui les ai laissées pour poursuivre d'autres voies. Mais quel que soit le temps, l'expérience, les sentiments, les idées et les projets que nous avons partagés,
Ils ont marqué ma vie de 1001 façons, laissant leur empreinte indélébile, faisant de moi la femme que je suis aujourd'hui. Ils m'ont appris l'amitié, l'amour, la force, la douceur, le courage, le don de soi, l'écoute, le partage, la joie de vivre et la présence sans jugement. À sourire, à me faire confiance et apprécier la vie malgré les difficultés. Ils ont été des anges sur mon chemin, mère, sœur, amie, voisine, inconnue, enseignante, guérisseur de l'âme, à dépasser mes peurs et mes doutes, à combler mes lacunes, en me donnant de merveilleux outils pour progresser. Ils ont été toutes de merveilleux cadeaux. Je profite également de l'occasion pour mettre à l'honneur des catégories de femmes artistes dont l'histoire retrace des parcours et des processus de travail et de réflexion différents. Mon but est d'essayer de faire découvrir les multiples aspects de l'art des femmes afin de partager avec vous mon admiration pour les créations féminines dans le domaine des arts décoratifs. Ces arts, qui restent le privilège des femmes, leur permettant de se dévoiler dans un contexte où c'est leur création et non pas leur genre qui prime. Chacune d'elles a quelque chose à communiquer, que ce soit ses réflexions sur la condition féminine, son appréciation de la couleur, des matériaux et des formes, ou son amour pour son environnement. Et pour les choses ou les personnes qui l'entourent. Elle se bat à sa manière pour porter le devant de la scène des valeurs qui lui sont chères. Si certains d'entre elles ont marqué leur présence dans le tissage traditionnel, cet art féminin qui occupe une grande place dans leur quotidien, qu'elles soient jeunes ou âgées, aisées ou modestes, ils continuent de tisser avec la même ardeur pour la maison et pour toute la famille. Toutes les façons de faire y sont connues. C'est à travers les couleurs et le décor qu'elles expriment habilement leur fantaisie. Ces artistes forgent leur valeur par la force de leur travail et par l'habilité de leurs mains, et la laine devient vivante. Il faut la toucher, la ressentir et la comprendre. Jusqu'à leur dernier souffle, ces femmes vibrent à travers leur ouvrage et ressuscitent le passé en mêlant dans une parfaite harmonie teintes naturelles et couleurs chatoyantes achetées. Parfois, ce sont elles-mêmes qui essaient de créer leur couleurs, à partir bien sûr des fleurs, des fruits séchés. Ils ont trouvé un formidable moyen de s'exprimer, diversifiant leur palette de plus en plus vive, variant du jaune vif au bleu électrique, en passant par le vert et le violet. Les motifs inspirés ou imaginés s'épanouissent au gré de leur talent. Chaque production, tapis, vêtements, étoffe de laine, mérite bien d'être considérée comme œuvre d'art à part entière. D'ailleurs, les tapis et les tissages berbères ont influencé plusieurs grands artistes qui, impressionnés par ces productions féminines, ont peint des œuvres extraordinaires qui ont révolutionné leur carrière et même toute la conception de l'art moderne. D'autres maîtres de la peinture sont venus dans les régions berbères trouver davantage d'inspiration et d'enseignement. Chaque œuvre raconte l'histoire de celle qui l'a tissée. Elle trame ses émotions et l'itinéraire de sa vie à travers des symboles et des formes stylisées qui rappellent des éléments de sa culture comme la rivière, les fleurs, le fleuve, les miroirs, les étoiles, le chemin. D'autres femmes ont opté
opté pour la broderie, qui reste l'un des artisanats les plus vivants. Les œuvres brodées, qui portent aussi bien sur des pièces de l'installation intérieure, coussins, nappes de rond, rideaux, etc., que sur certains accessoires traditionnels du trousseau féminin, écharpes, ceintures, foulards, caftans. Témoignent du goût délicat de ces femmes artistes désireuses de créer un cadre raffiné à la vie de tous les jours et de l'importance accordée à l'art de la broderie qui tient une place prépondérante dans l'histoire des arts décoratifs. C'est là que la parole s'oublie et seuls les outils, aiguilles, fils, métiers, tissus, outils expressifs et traits d'union entre la pensée et l'acte posé permettent de transmettre le message ressenti. La main munie de l'aiguille comme outil crée des messages qui parlent, interpellent, crient dans le plus grand silence de la création. D'autres femmes, aux mains habiles et laborieuses, qui derrière leur four archaïque pétrissent l'argile et donnent des formes à leur imaginaire, certes naïfs, mais délirants. Ces artistes qui sont tout le temps à la recherche de la matière à l'état brut pour façonner des mystères et donner sens à leur vie, et qui savent quand et comment extraire la couleur, ont permis à ce savoir-faire et à cet art de résister au temps. Les produits façonnés par ces artisans de la mémoire qui ont su sauvegarder le patrimoine, outre ce moyen de survie au quotidien, bien sûr, nous met sur les images du réel de ces magiciennes de l'argile, un réel chargé d'affection, d'émotion, de partage et de message. Une autre catégorie de femmes, alors qu'elles conquièrent de nouveaux droits, étudient, travaillent ou s'investissent dans la vie associative et publique, ont choisi une nouvelle façon de vivre agréablement leur temps libre. Ils ont pu s'imposer, aujourd'hui, imposer leur goût et montrer une fantaisie, une créativité débordante dans le monde des arts. Ces artistes, à l'œil vif, sont constamment aux aguets pour trouver des objets ou des matériaux qu'ils peuvent intégrer dans leurs œuvres. Ce sont des artistes polyvalentes. Elles sautent de la peinture à la gravure, du collage à la broderie, du tissage à la calligraphie. Elles sont autant à l'aise avec le réalisme qu'avec l'abstraction. Pour elles, créer un art décoratif n'est pas une limitation. En fait, cela permet d'aborder presque n'importe quel type de décoration et les possibilités semblent infinies. Ils ne sont jamais à court d'idées, vu les variations sans fin pouvant être dérivées du plus simple des thèmes. Leurs activités leur permettent de prendre conscience des difficultés et de ressentir les moments de liberté et de bien-être plaisants et de les vivre comme un temps hors du temps, déconnecté du quotidien. Faire jaillir les couleurs sur les différents supports, transformer la matière, que ce soit la soie, le tissu, le verre, le bois, l'argile, le papier, la laine, en objet d'art, leur permettent d'explorer une part cachée d'elles-mêmes. Elles partent d'une idée, d'une couleur ou d'une interprétation. Ensuite, l'œuvre évolue selon leur ressenti du moment. Seul, face au support choisi, le chemin est émaillé de colère ou d'émerveillement sur le monde qui les entoure. Leur récompense est la manière dont chacun va ensuite s'accaparer de l'œuvre. Lorsque broder, tisser, peindre, décorer devient un plaisir, un loisir, une activité de détente pour plusieurs femmes, mais aussi une nécessité jusqu'à prendre la forme d'une véritable drogue, au dire de certaines, lorsque le collage propose un autre langage, un langage symbolique, permettant de renouer avec nos émotions profondes, nos sentiments, pour pouvoir ensuite les intégrer à notre vécu
l'histoire et notre intuition. Bref, lorsque les arts décoratifs, art féminin par excellence, évoquent de nouvelles façons de dire et de faire, la création artistique trouvera son essence afin de nous découvrir, de visualiser nos émotions au sein de notre propre création. Ainsi, serons-nous à même de trouver le chemin, notre chemin. Nous devons nous féliciter et nous vanter de voir aujourd'hui plusieurs artistes femmes qui se sont fait connaître et qui ont réussi à laisser agir leur art. Certaines ont marqué l'histoire des arts décoratifs, d'autres sont entrées dans l'intimité du monde de l'art et d'autres ont fait profession de l'amour du monde. Chacune, à sa manière, a su construire un monde à sa démesure. Pour conclure, je vous rappelle qu'il y a le chemin que l'on suit et celui que l'on trace, celui qui s'ouvre devant nous et celui qui reste après notre passage. Il y a le chemin qu'on imagine et celui qui s'offre à nous. Que vous soyez femme au foyer, femme engagée dans la vie active ou étudiante, je vous prie de réveiller l'artiste qui dort en vous, de laisser libre cours à votre imagination et d'opter pour un chemin, le chemin de votre créativité, qui sera votre propre chemin, vous permettant d'explorer, de faire jaillir votre potentiel créatif et vous aide à développer votre polarité féminine et vos qualités de cœur. Car en art, il n'est jamais trop tard de produire. L'essentiel, c'est de se sentir heureuse, d'entreprendre un travail chaque fois nouveau et différent qui vous procure plaisir des yeux et repos de l'esprit, en jouant constamment avec le principe créatif, rendre l'étrange familier et rendre le familier étrange. Souvenez-vous toujours qu'il y a en vous une femme créative. Faites honneur à la créativité en l'exploitant et en l'utilisant pour embellir ce monde. Démontrez-la afin d'y faire voir encore plus de beauté. Osez prendre certains risques créatifs et permettez non seulement à votre art, mais aussi à vous-même de s'épanouir. Et merci. Merci infiniment, Madame Fatiha. Merci d'avoir été si sensible face à l'ultime, à ce qui est souvent qualifié d'accessoire, de décoratif, péjorativement. Vous avez été sensible, je dirais, à ce cas corps à corps avec des objets qui voient naître non seulement des objets, des œuvres d'art, mais également des sujets à part entière. Merci. Je passe la parole maintenant à mon ami Younes Amerouche, professeur d'art plastique, artiste peintre et j'insiste, critique d'art, qui va nous parler de l'intitulé en arabe مساهمة التشكيل النسائي في بلورة مسار الفن المغربي المعاصر. Alors il s'agit très brièvement de la question délicate, très importante, du rapport entre le naïf et l'expérimental. À vous la parole. مساء الخير، شكرا السيد الرئيس. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للتانيت مجموعة البحث المتعددة الاختصاصات حول المرأة على تنظيم هذا اللقاء الفني والثقافي. وبهذه المناسبة التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أتقدم أو أقدم تحية فيروزية لكل النساء المتواجدين معنا في القاعة ومثلها لكل نساء العالم. ضمن مساهمة التشكيل النسائي في بلورة مسار الفن المغربي المعاصر سأقف عند عمل النحاتة المغربية إكرام القباج باعتبارها العنصر النسائي الوحيد في مجال النحت المغربي،
بها النحات التي استطاعت أن تفتح آفاقا جديدة في هذا اللون التعبيري الذي ظل حكرا على الرجال إذ يحتاج إلى الطاقة العضلية فضلا عن الطاقة الإبداعية. من المؤكد أن فن النحت ما يزال من التعابير الفنية النادرة ضمن الممارسة التشكيلية ببلادنا، إذ لم يستطع خلع التضليل الناتج عن العديد عن الأحكام المسبقة والملتبسة المرتبطة أساسا بالمؤسسة الدينية، مما يمكن أن يحدد المستويات المتفاوتة لذهنية ونفسية الجمهور تجاه التمثيلات المجسمة. فمن علاقة الفن والدين، الفن والمجتمع، يمكن أن ننفرد إلى العلاقة بين الفن والتربية، ومن ثمة بين النحت والتربية لنثير السؤال التالي: هل يكفي اعتماد البرامج المخصصة للتعليم الفني بالمؤسسات المتعلقة بالفنون الجميلة؟ وكيف يمكن لفن النحت أن يتخذ صفته وحضوره على المستوى السوسيو-ثقافي من جهة، وعلى المستويين الجمالي والتربوي من جهة ثانية؟ إن الاستئناس بتذوق النحت ومختلف أنماط التعبير الحجمي ينطلق أساسا من العمران، باعتبار النحت الجنس الفني الذي يستجيب أكثر لمسألة خروج الفن إلى الشارع بغية تهذيب الذائقة الجمالية البصرية لدى الجمهور الواسع، وتهذيب مختلف الفضاءات المدنية الخارجية والحدائق. فالهندسة المدنية جينيسيبي المعاصرة أضحت تأخذ في الحسبان البعدين السوسيولوجي والجمالي للفن، ومن ثم تضع ضمن تصاميمها العمرانية للمدن زرع القطع النحتية من تماثيل وتماثيل نصفية ومختلف أشكال التعابير الحجمية في مواقع محددة ومدروسة بحسب طبيعة النسيج المدني باعتباره كلا منسجما. في هذا الأفق تكمن أهمية السيمبوزيوم الدولي للنحت الذي تديره الفنانة النحاتة المغربية إكرام القباش بشراكة مع جمعية المحفل الدولي للنحت، حيث يتم إخراج فن النحت إلى الفضاءات الرحبة الموسومة بالحميمية مع الشعب، ومن ثم إخراجه من طابعه النخبوي الموسوم بالاستهوال، إذ تبقى منحوتات الملتقى منتصبة في مكانها باعتبارها من ممتلكات المدينة وقاطنتها ضمن ما يوصف بالملك العام، وبذلك تنتج منحوتات القطع الفنية التي تساهم في تأثير الفضاء لتصير الكيمياء الذي يرفع الأحجام ويمدد تجسيمها نحو الأعلى. بهذا النمط من التسامي يمكن توصيف عملها المؤلف من 49 قطعة، كل قطعة منها تلبس شكل المخروط لكون المنحوت بتعاريج تنم على تموج خفيف مطبوع لوقع الأنام وانفعال الجسد. تختلف القطع باختلاف المقاسات على مستوى الارتفاع، ففي هذا التفاوت يتشكل الإيقاع الفضائي وفيه تكمن جمالية التجميل. إن هذه العناصر المخروطية الضخمة والمنتصبة بقاعة منفتحة وقمة حادة لا تكشف حمولتها الجمالية وكثافتها التأثيرية إلا عندما تكون مجتمعة بحسب التركيب الذي تمليه المصادفة ومزاج الإرادة المتقلبة للنحات من جهة، وبحسب طبيعة الفضاء الذي يحتوي العرض من جهة أخرى. من هذه الزاوية وجب التساؤل: هل يمكن لهذه القطع النحتية الهائلة بأي توزيع كان وبأي ترتيب كان أن تظهر قوة بهائها وعمق جمالها بفضاء داخلي كقاعة باب الروح مثلا؟ لا أعتقد ذلك، إذ من الصعب أن يتخذ هذا العمل الجدران والحيطان خلفية له باعتبارها مساحات تحجب العمق أبروفوندور، ولعل صور العمل التي أنجزها الفنان محمد مليحي المنشورة في الكتالوج بتكوينات
مختلفة ومتباينة تتخذ خلفيتها عبر قارعة الطريق وخط الأفق وانبساط الفراغ والشاطئ والبحر والأشجار والأرض والسماء. من هذه الأجواء الطبيعية البيئية ترتدي الأجسام البيضاء هويتها التعبيرية التي تمتح المتعة لامتداد الرؤية، ومن هنا تتخذ الأعمال إكرام القباش صفتها الهوائية، ومن هنا نقترب من هاجس الهواء الطلق الذي يوجه العمل الإبداعي عند النحاتة. أيضا في سياق المفارقة القائمة بين الداخل والخارج ينبغي الوقوف عند عامل الضوء بوصفه المكمل الأساس في فن النحت، ذلك أن الضوء يعتبر العنصر الذي يعمل على إعادة رسم شكل النحت عبر توزيع الظلال وكشف طبيعة النتوءات والمحدبات والمقعرات لنستحضر بالمقابل المفارقة القائمة بين الضوء الاصطناعي الداخل والضوء الطبيعي الخارج، كي نجزم مباشرة بكون هذا العمل الحجمي لا يمكن أن يكشف عن أوجه الجمال إلا برفقة الشمس، خاصة وأن المخروطات مفعمة ببياض متصلب منشور عبر ترسيم دقيق، حيث البشرة لعوبة بين ملساء ولماء تارة وخشنة وكاملة طورا آخر مما يسلب العين واليد معا. من ثم يتضاعف لعب النور عبر المساحات المحدبة المتفاوتة لكل جسم، حيث احتجاب الضوء وامتصاصه وتكسيره وتصريفه بحسب النتوءات. هكذا تبدو القطع أجساما تخترق الأرض منتصبة كمشاهد باللورية تنبعث نحو الأعلى على شاكلة طواقم نورانية، أو لنقل كطواقم النور العالية الكاشفة لفخامة أجسادها الأسطورية المستفزة للمشاعر الحواسية والخيالات المنطلقة. إن سلاسة العمل بالرغم من ضخامته يستوقفنا من جانبه التقني كنتيجة تستند للاجتهاد الكيميائي عند المبدعة التي توفقت في صياغة راتيج البوليستر، مادة صلبية لزجة ريزين بوليستر المركبة بآليات الزجاج لتشديد نصاعة البياض وتكثيف صفائه، وللحصول على مادة طيعة ولينة صلبة وخفيفة في الوقت ذاته لتجعل عناصرها الهائلة متحركة وقابلة للتنقل ومستجيبة لخلق مختلف أشكال التنصيبات التي تدفق إلى ما لا نهاية. ومن هذا التدفق نستشف البعد اللعبي في العمل. من منظور آخر تبقى الفنان إكرام القباش وفية لخاصية التكرار، كما في تجربتها المتعلقة بعناصرها الصغيرة المصطفى المتناسلة القائمة على مبدأ التشبيه والمنجزة بالطين المطبوخ ميلتون الرباط 1993. هذا لننتقل وإياه من التصغير إلى التكبير إلى فضائيتها الجديدة المرتبطة بعملها الذي نحن بصدده، ونقف عند رقم 49 لنجد المبدع مستحوذ برقم 7 الذي يتخذ تصورا خاصا في ذاكرتنا الجمعية وثقافتنا الشعبية. فانطلاقا من التماثل المستمد من النموذج الأحادي يتم تحويل الأوحد إلى نموذج الزجاج الأوحد بالمنهج النحتي الذي يساعد باستمرار العلاقة بين الحجم والفضاء، بين المملوء والفارغ، حيث تستقيم من داخل هذا التكامل ثنائية الهندسي والعضوي، الذكوري والأنثوي، الأبدي والعابد إلى غير ذلك. من ثم تغرف من الحداثة الحجمية القائمة على ملامسة الحدود بين العمل والفضاء الذي يستوعبه، أكان مدنيا أو طبيعيا، مألوفا أو مستهجنا، إذ يتحول إلى مكان مغناطيسي يشرك بين العمل الفني والمتلقي إلى حد الاندماج، وعليه تدفعنا النحاتة إلى تغيير نظرتنا لعلاقة الحجم بالفضاء الذي يمسي مسرحا لتوالي التجارب المدركة بالحواس الرهينة بتنقيلات المشاهد حولها وفيها الموسومة برقص النور وانزياحاته المازحة. وأشكر لكم إنصاتكم. Merci Yunus d'avoir été aussi concis justement face à un travail qui est lui-même
très concis, très précis, et qui effectivement façonne la matière et je dirais façonne l'espace public. Et ça c'est capital. Je crois que l'intérêt de... J'interroge l'image de la femme dans la peinture orientaliste engagée par Fatemeh Mernissi dans son œuvre Le Harim et l'Occident et dans l'exposition Fantaisie de Harim et Nouvelle Shahrazad qu'elle a conçue et dirigée. Le mouvement pictural que l'on désigne sous le terme d'orientalisme, c'est-à-dire cette école qui se développe surtout au XIXe siècle et prend ses sujets dans la représentation d'un Orient assez vaste, du Maroc aux Indes, connaît depuis le XXe siècle une abondante littérature d'interprétation. Au sein de ces ouvrages, si l'un des premiers textes fondamentaux en 1930, toujours actuel, est dû à Jean Al-Azhar, directeur du musée des Beaux-Arts d'Alger, l'Orient dans la peinture française de Jean Delacroix à Auguste Renoir, l'étude de la peinture orientaliste a été assez vite marquée, plus qu'un autre domaine, par les signatures féminines. L'une des raisons de cette présence notable est certainement le rôle essentiel de la femme orientaliste, en dépit des protestations d'un fromenteur qui dit « Il faut regarder ce peuple à la distance où il lui convient de se montrer, les hommes de près, les femmes de loin, la chambre à coucher et la mosquée, jamais. Décrire un appartement de femmes ou peindre des cérémonies de culte arabe est à mon avis plus grave qu'une fraude, c'est commettre sous le rapport de l'art une erreur de point de vue. » En réalité, l'image de la femme se multiplie dans la peinture orientaliste. Portrait en gros plan, vision statique ou scène de genre, silhouette richement parée ou nue, dans les scènes de bain ou de harim. Une des raisons de cette présence picturale très forte est due aussi à l'importance du sujet en tant que laboratoire plastique. Ces espaces de l'Orient, lieu de la représentation interdite ou contrôlée, sont paradoxalement pour l'artiste occidental le théâtre de rêve et de liberté. Et à ces jugements sur la représentation en creux de la femme occidentale se juxtaposent les considérations de femmes liées à la culture des modèles représentés. On peut ainsi noter avec Fatemeh Mernissi le Harim et l'Occident. Que les peintres européens ont donné à Shahrazad et aux images qui ont engendré un destin exclusivement sensuel. Passé à l'ouest, Shahrazad a perdu ce qui était son réel pouvoir de séduction car le langage de la conteuse, les grâces de son esprit disparaissent de l'image au profit d'une sensualité exacerbée. Les Occidentaux n'avaient en effet retenu dans les mythes inouïs que l'aventure et l'amour, et encore celui-ci était-il bizarrement limité à la parure et au langage corporel de la danse ravalée au rang de simple trémoussement. Dans le Harim et l'Occident, Mernissi nous entraîne ainsi dans une enquête passionnante au cours de laquelle elle interroge le passé et le présent, mais aussi son entourage sur la conception occidentale du Harim. Certes, depuis la publication au début du XVIIIe siècle en Europe des mythes et inouïs, les Européens sont sans forger une conception réductrice. C'est surtout un lieu de débauche et de luxure pour les esclaves soumises, fruits du conquête de princes obéissent au doigt et à l'œil à ses volontés. La toile de Bouchard qui s'intitule Les Danseuses est un bon exemple. Elle représente un sultan allongé sur un divan et il est entouré de cette main qui tente de le séduire par ses chants et ses danses. Cette image avilissante de la femme, du harim, encouragée par l'idéologie orientaliste, s'est perturbée dans l'art et la culture occidentaux. Les peintres du 19e et du 20e siècle, comme Ingres et Matisse, ont reproduit dans leurs nombreuses odalisques cette image de l'intimité du harim. Avec les femmes nues, sensuelles et langoureuses, le cinéma d'Hollywood continue encore à perpétuer cette image de la femme, objet sexuel qui n'excelle que dans l'art de la danse du ventre. Au fil du livre de Fatemeh Mernissi, nous découvrons notamment à travers les gravures orientales que l'héritage arabe et musulman recèle beaucoup de récits de femmes guerrières, de princesses qui ont régné et pas seulement sur le cœur de leur monarque de mari. Ensemble, le harim n'était pas seulement le lieu où l'on pouvait s'abandonner au plaisir du sens et à toutes les débauches. Il fut surtout une arène où régnait la jalousie, où on se livrait souvent des combats sans merci pour le pouvoir et pour la survie. Et puis, dans le harim et l'Occident, Fatemeh Mernissi nous livre aussi cette réflexion assassine, au moment où en Europe, on ridiculisait les femmes savantes ou précieuses.
Cette réflexion est plutôt excessive, car menée dans un esprit revanchard qui a vécu un peu la réalité de la situation de la femme européenne au XVIe et XVIIe siècle. L'époque a connu beaucoup de femmes puissantes et influentes. Diane de Poitiers, maîtresse de 3 rois successifs, Catherine de Médicis, reine et mère de 3 rois et conceptrice du massacre de la Sainte Barthélemy, Élisabeth Ire et autres. Vu le thème du livre et la conclusion à laquelle il devrait nécessairement aboutir, Mernissi est amené à l'idée, l'essence du harim, la dictature des symboles qui donne l'essentiel de son sens au harim occidental est de loin beaucoup moins contraignante que le harim oriental, fait d'absence réelle de liberté. S'il leur était permis de choisir, nul doute que les femmes arabo-musulmanes opteraient pour une société où elles auraient tout le droit de choisir leur destin. L'exposition qui s'est tenue à Barcelone, puis à Lyon, en 2003, intitulée Fantaisie du harim et nouvelle Shahrazad, a mis en parallèle l'imaginaire occidental du 19 et 20e siècle et les visions orientales. Cette exposition inspirée de son ouvrage Le harim et l'Occident a été conçue et dirigée par l'écrivain marocain Fatima Mernissi. Et comme nous venons de mentionner, dans ce livre, l'auteur dénonce la vision des Occidentaux qui avaient une idée du harim tout à fait différente de celle qui correspond à la réalité. Le choix muséographique de l'exposition correspond à cette même vision de l'auteur. L'exposition confronte alors la représentation occidentale et orientale du harim, ce qui permet aux visiteurs de mettre lui aussi en relation ces différentes visions de la beauté et de l'amour. 120 œuvres sont ainsi présentées, des miniatures orientales, des gravures perses, turques ou indiennes, des photographies originales nous renseignent sur la réalité de la vie des femmes dans le harim et sont mises en regard avec les pièces maîtresses de l'histoire de l'art occidental comme celles de Boucher, Constant, Delacroix, Jérôme Ingres, Matisse ou encore Picasso. Je vous ai choisi quelques toiles. Ça, c'est une toile d'Eugène Delacroix, 1832. Toujours Eugène Delacroix. C'est une toile qui s'intitule Femme d'Alger comme leur appartement 1834, d'où est inspiré le livre de Essia, je crois, l'écrivain algérien. C'est une photo d'Anou Shahrazad. C'est une toile de Maria Fortuny. C'est une toile d'Ingres, Odalisque à l'esclave. La toile est pour Abdullah Bukhari. Cette toile est pour Chéri Radial, son titre 1999. Cette toile est pour Bougourou, Nix Estieux, 1873. Et bien sûr, les Jérôme les baigneuses de Jérôme, femme nue, 1889. Toujours avec les baigneuses de Jérôme, femme au bain. Toujours, c'est la toile du Jérôme. Et enfin, Jérôme. Pour conclure, ce discours à la fois historique, artistique et ethnographique nous rappelle le rôle de la femme dans la société musulmane ainsi que la fascination qu'a suscité le thème du harim chez les artistes occidentaux des 19 et 20e siècles. Et merci pour votre attention.